J'espère que tout le monde va bien. On va faire aujourd'hui un test un tout petit peu différent. Armelle, Oui, alors si tu nous rejoins, il faut que tu me rassures très bien que je suis bien vu parce que la dernière fois, on avait juste une qualité d'image chaotique. Donc, alors, là, on te voit, mais on ne voit pas tes yeux. On te voit à partir du nez et le reste. comment? On ne me voit pas? En fait, on te voit, mais on ne voit pas tes yeux. Donc, il faut un peu, je ne sais pas, il faut un peu… Il faut pousser encore, comme ça? oui, un peu plus. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est bon? Bon, ça coupe un tout petit peu le haut ça coupe un tout petit peu le haut de ta tête. Ah, il faut encore pousser? Un peu, oui. Bon, super. Là, c'est bon. D'accord. OK. Oui, ça va. Alors, nos amis sont déjà connectés, mais par contre, moi, je ne te vois pas du tout, hein. Ah oui, moi, je n'ai Oui. pas, je te vois, je me vois. Est-ce que j'ai pas comme l'impression que tu es là? Ah si, je suis là, hein. L'écran est Ah, partagé. Enfin, d'accord. Ben, écoute, si toi tu vois bien, ben, écoute, ça veut il y dire a que... peut-être un réglage à faire, enfin, Ouais, un ouais, bouton. ouais, peut-être, peut-être. Bon, si l'écran est partagé et que tu me vois pendant que moi je suis là, attends, je vais rentrer pour voir un peu ce que ça donne. Direct. Ok, ben, il faut peut-être demander à nos amis, aux téléspectateurs, s'ils nous voient très bien, Oui, si on apparaît bien sur l'écran. Hein, mettez-nous, laissez-nous un petit com pour nous dire, nous rassurer que vous nous voyez bien, tous les deux, hein, que les têtes ne soient pas coupées pour que de toutes là, les ta façons. tête est coupée, enfin, le haut de ta… Voilà, quand tu recules, ça va. Là, ça va? Là, ça va. Oui. D'accord. Ok. Donc, Bah, je ne sais on va pas, laisser nos que amis nous c'est… rejoindre. Ben, c'est toi qui as le lead, hein, c'est toi qui sais, qui suit. Mais je propose qu'on ne perde pas du temps, qu'on y aille. Et puis, ceux qui veulent le voir après, ils pourront le voir, tout simplement. OK. Bon, ben, on Mais, va y mais, aller. mais Donc, est-ce que le son est bon? Est-ce que tu peux te rassurer si le son oui, est bon? dites-nous si le son est bon. Bonsoir déjà à vous tous qui êtes connectés. Est-ce que le son est bon? Bon, il y a Jifo Kamga qui dit oui. Mhm. D'accord. Et l'image, elle est bonne, Jeffo? L'image, On voit tout le le monde? Il n'y son, a est-ce que personne qui est tout est coupé? bon de votre côté? Par Tu ne contre, me vois toujours pas, toi? Non? oui, bonsoir, Franck, Chegel, Patrick. Jacques Ah, ok, Mati. nous Ah, voyons nous tous les vous deux. voyons tous les deux. En fait, c'est toi, Morgane, qui ne me voit Bon, pas. mais c'est pas grave, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on peut y aller. Donc, OK. hmm, Bon, bonsoir à vous tous, Camerounais et Camerounaises et tous les Africains qui sont connectés là. Donc, on reprend ce soir nos conversations après un long break parce que de temps en temps, il faut garder le silence et laisser les autres parler aussi, écouter les autres. Oui, parce que si tout le monde parle en même temps, ça devient un peu un dialogue de sourds où on ne se comprend pas. Donc, il y a eu un long break, mais là, ce soir, on reprend nos conversations, nos discussions, nos échanges entre compatriotes parce que, il faut le dire, nous sommes tous préoccupés par la situation de notre pays et nous voulons voir les choses changer. Nous espérons vraiment que quelque chose se passera cette année pour
le bonheur et la satisfaction de tous les enfants du Cameroun. Donc, le sujet majeur et brûlant de l'actualité en ce début d'année, qui avait même déjà occupé le devant de la scène les mois derniers, c'est la présidentielle. La présidentielle qui est une élection majeure et qui attire de plus en plus l'attention des Camerounais, justement parce que nous voulons le changement. Nous tenons à ce changement. Pour entrer un peu dans le vif du sujet, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de fébrilité autour de ce sujet. Et à l'entame de cette discussion, je vais laisser la parole à Morgan Palmer pour qu'il nous fasse un peu un retour d'expérience, lui qui a dirigé un parti politique au Cameroun pendant 5 mois, alors que le leader de ce parti avait été arrêté et incarcéré. Donc, qui nous parle un peu de son vécu de l'intérieur, comment ça fonctionne dans la cuisine interne d'un parti politique au Cameroun, comment est-ce qu'il a vécu cette expérience depuis le début et surtout lorsqu'il a pris les rênes du parti comme dirigeant. Donc, je te laisse la parole, Morgane. Merci beaucoup, cher Armel. C'est un vrai sujet qui est évoqué parce que la plupart de nos compatriotes qui parlent souvent de la politique au Cameroun, qui se passionnent pour les sujets de militantisme, ils ont, à mon avis, un aperçu souvent très éloigné des réalités. Bon, moi, je suis tombé dedans de manière complètement hasardeuse, hein, je dirais par effraction. Il se trouve que j'étais à Yaoundé au moment où Georges Gilbert Baongla a été arrêté. Et c'est un journaliste, mon jeune frère, pour qui j'ai beaucoup de tendresse, Paul Désibia, qui m'appelle et qui me dit Président, Baongla a été arrêté. Séance tenante, moi j'étais à mon hôtel, donc il me dit et là je suis à la PJ parce que on vient de l'amener à la PJ et ça n'a pas l'air, ça sent pas très bon. Donc aussitôt dit, ouais pardon. Oui, nous t'écoutons, hein, c'est bon, tu peux. Voilà, donc aussitôt dit, j'ai pris la voiture, je suis parti et je l'ai retrouvé à la PJ. Et je lui ai dit, bon, on va aller rencontrer les responsables de la PJ pour demander à voir Baongla, connaissant comment notre pays fonctionne. Donc, on est allé à la PJ et puis on s'est heurté tout de suite à une fin de non-recevoir de policiers qui étaient là, qui ont dit, ouais, il est hors de question. Donc, j'ai dû lever le ton, leur dire, mais est-ce qu'il est placé au secret? C'est un citoyen qui est placé en garde à vue et on a peut-être le droit de le visiter, non? Ou pas. Donc, le ton s'est élevé un tout petit peu. Et pendant qu'on discutait, il y a un monsieur qui m'a touché derrière. Je me suis retourné et puis le monsieur en question m'a dit non, Palmer, calme-toi. Moi, je ne le connaissais pas et j'étais étonné qu'il m'appelle par mon nom. Et puis, il m'a amené de côté et il m'a dit qu'il était commissaire et donc voilà, qu'il ne fallait pas faire de problème. Il allait organiser la rencontre. Donc, il allait demander à Baongla, lui annoncer nos visites et tout de suite, ce dernier a voulu nous rencontrer. Donc, on est allé, bon, pour le soutenir. Je crois que c'est que ce que moi je pensais être une qualité, finalement, devient un défaut. Il ne faut pas être humaniste quand on est sous les latitudes camerounaises. C'est un comportement qu'il faut garder dès qu'on prend l'avion pour le Cameroun. Donc moi, je l'ai fait parce que j'ai vu quelqu'un en difficulté, quelqu'un que je connaissais de longue date. Et voilà. Donc tout de suite, il était très ému de me voir là, à son chevet, pendant qu'il était en difficulté. J'étais avec Paul Désy. Et puis on a échangé et on est devenu en quelque sorte des soutiens parce que les gens n'avaient pas accès à le voir. C'est comme ça qu'une autre fois, il m'a aussitôt proposé de prendre la direction de son parti. Parce qu'il considérait qu'il était victime de quelque chose, d'un abus
hein, en tant que leader politique et que ce n'était pas comment dire ça, ce n'était pas l'activiste qui était arrêté, mais c'était plutôt le leader d'un parti. Bon, sauf que moi, je ne connaissais pas son parti et je n'avais pas suivi l'actualité de Baronla depuis une vingtaine d'années. Quand je vous dis que je le connaissais, ça remonte à 25 ans. Donc, je n'ai pas senti beaucoup d'enthousiasme chez le jeune frère avec qui nous étions, mais comme il me le demandait avec insistance de prendre son parti pour essayer de lui donner une substance, bref, pour que il soit su dans le monde entier qu'il était arrêté pour ses opinions, donc un leader politique. Bon, j'ai pas pu dire non, puisqu'il était en détresse. Sauf que quand je prends le parti, en réalité, de parti, il n'y avait qu'une autorisation et c'était tout. Voilà. Le parti n'était pas structuré, il n'y avait rien de probant. Et donc, tout de suite, moi, je me suis mis à travailler comme ça se passe ici, dans nos latitudes, donc structurer le projet, créer de la rationalité hein, qu'on peut retrouver dans un parti, passer au stade de la massification et tout. Donc voilà, j'ai vraiment pris quelque chose qui n'existait que sur papier et pour essayer d'en faire un vrai outil. Et voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire de mon entrée au Parti républicain. Il s'est trouvé que par la suite, il a pris de la prison ferme. En tout cas, il était en préventive de manière répétée. Donc en quelque sorte, c'était de la ferme. Et donc, par le hasard des choses, je me suis retrouvé donc à être en quelque sorte son tuteur à la prison de Konengi, où il a été placé en mandat de dépôt, avec l'obligation, je le visitais tous les jours. Donc, je suis resté 5 mois au Cameroun. Tous les 5 mois, j'allais en prison tous les jours pour lui rendre visite, voir que tout se passe bien. Et quand il y avait un problème, le régisseur de la prison me faisait appeler, puisque j'étais en tant que responsable de son parti, son tuteur en prison. Donc, ça m'a permis d'expérimenter de manière très concrète la politique au Cameroun, les manœuvres. Et ça a été la période aussi où il y avait le grand dialogue national du Cameroun. Ça, c'est une autre histoire encore. Ouais. Il me souvient que à l'époque, j'avais demandé au Premier ministre actuel, qui est là toujours, d'introduire dans les thèmes qui devaient être évoqués la question des accords de défense secrets que le Cameroun a signés. Je trouvais qu'en 2019, ça n'avait pas de sens qu'un pays comme le nôtre soit engagé par des accords dont ignorent toutes les populations. Donc j'avais proposé, puisqu'on avait demandé aux responsables, aux leaders de partis politiques, de faire des propositions. Donc moi j'étais vice-président et donc président par intérim du Parti républicain. J'avais proposé qu'il y ait sur la table, en plus de la question du NOZO, mais qu'on pose des vraies questions. Parce que pour moi, la problématique qu'on trouvait au NOZO, qui pour moi est une problématique de redistribution des richesses, est une problématique qu'on pouvait élargir à l'ensemble du territoire national. Quand vous allez à l'est du Cameroun, ces gens-là, ils produisent de la richesse, beaucoup de richesse pour le Cameroun, mais il n'y a rien. Donc moi, j'étais pour qu'il y ait une espèce de péréquation permettant à chaque région du Cameroun de pouvoir profiter de ce fruit qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, est partagé par quelques-uns, quelque part dans un coin, dans le secret, et puis le gros de nos concitoyens n'ont rien. Donc j'ai posé le problème des accords de défense, qu'on en parle de manière très libre, et j'ai posé le problème de la répartition de la richesse, et j'ai posé, je crois, il y avait un troisième problème que j'ai posé, je ne me souviens plus très bien, donc, qui était celui de la sécurité sociale, hein, dire que bon, un pays comme nous, avec 30 millions d'habitants, avait vocation à permettre à chaque citoyen qui tombe malade de pouvoir se soigner. Et donc, on avait les moyens, nous, de mettre des mécanismes en place pour implémenter ces solutions. Alors, je me croyais en Europe, toujours est-il que rien que d'avoir proposé ça m'a fait blacklister. Donc, on a blacklisté notre parti. On parlait de grand dialogue national inclusif, dont on n'a pas été, on nous a zappé, quoi. On n'a pas besoin de gens qui viennent amener de la réflexion, voilà. Donc là, j'ai découvert clairement que le jeu politique au Cameroun, c'était
complètement articulé autour de la duplicité, du double langage. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait toute une campagne disant qu'il fallait que tous les fils du Cameroun s'asseyent sur la table pour parler du problème du nozo. Bon, et de l'autre côté, en réalité, tout était pipé d'avance. Il n'y avait aucune sincérité dans la démarche gouvernementale. Ils voulaient juste calmer un tout petit peu la communauté internationale. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vécu en intérieur comme responsable du parti. Et je dois dire que j'ai découvert aussi à cette époque que les Camerounais, ils connaissent et ils aiment la qualité. Parce que quand je prends le parti, on n'était pas des masses, mais il a suffi qu'on commence à structurer les choses, qu'on commence à organiser des activités, et puis du jour au lendemain, il y a eu un vent d'adhésion bizarre. Et j'avais des gens qui appelaient de partout, l'Angleterre, beaucoup de Camerounais de la diaspora, pour prendre leur carte. Et puis, il y a eu un autre phénomène, c'est qu'en plus de ça, du jour au lendemain, j'ai commencé à voir des gens qui envoyaient des sommes d'argent. C'est 10 000, 1000 livres sterling, 1000 euros, ça venait de partout, du Canada, des États-Unis et tout, des gens qui trouvaient que l'approche que j'avais de la politique était une bonne approche et on a commencé à massifier petit à petit le Parti républicain. Franchement, en 5 mois, le travail qui a été fait, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens puissent revendiquer une telle performance. Donc voilà, ça a été très très belle aventure avec les Camerounais qui se sont reconnus dans notre façon de faire de la politique. Sauf que bon, les choses sont finies d'une manière un peu décevante, pour ne pas dire très décevante, parce que nous avons déçu les espoirs de milliers de gens qui avaient commencé à se reconnaître en nous. Donc voilà un tout petit peu pour te permettre de peut-être relancer sur une autre question, un peu la Oui. genèse de l'histoire avec le Parti républicain. Oui, il faut le dire, je ne l'ai pas souligné au départ, Georges Gilbert Baonla, qui est en fait le fondateur de ce parti, il est aussi un homme des médias bien connu pour sa verve sur les plateaux au Cameroun. Ce que je voulais savoir en fait, enfin une question qui me vient de ce retour d'expérience, c'est on comprend qu'en fait, le fonctionnement d'un parti politique, le chemin d'un parti politique au Cameroun n'est pas simple, c'est pas banal. Donc, dans ce paysage-là, qui est en fait un peu comme une nébuleuse, parce qu'il faut dire que c'est très atomisé. Il y a trop de partis politiques au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement par rapport à l'offre? Parce que comme tu as fini par le dire, les Camerounais savent reconnaître la qualité. Ils vont vers un parti politique qui a une véritable offre et qui travaille sérieusement. Est-ce que l'un des problèmes qui s'opposent dans ce paysage politique aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de l'offre qui est faite aux Camerounais? Parce que se retrouver au milieu de 300 partis politiques pour un électeur, pour un citoyen lambda, ce n'est pas banal. Oui, mais c'est 300 partis politiques sur le papier, mais en réalité, ne sont opérationnels qu'une petite poignée de partis. Hein. Ça, je peux vous le dire avec certitude. C'était d'ailleurs, c'était assez inhabituel ce que l'on faisait. Il me souvient que j'avais organisé une activité avec les femmes souffrant de handicap à Yaoundé, hein, au quartier Manguier. Donc j'y suis allé. Et puis et après, ça crée des problèmes, hein, parce que je me rappelle, on avait fait un don à ces femmes pour qu'elles puissent acheter des machines. C'est des femmes qui souffrant de handicap et qui vivaient de la couture. Donc, on avait fait un don de 500 000 CFA pour qu'elles puissent acheter des machines et pour dynamiser leur activité. Mais c'est là que j'ai découvert que c'est pas comme vous croyez. Hein, c'est vraiment ces gens, ils sont sur le double discours. À peine on est sorti de là que les dames en question ont été appelées et menacées. Oui, c'est quoi ces gens? Il n'y a pas un autre parti ici en dehors du RDPC. C'est pas possible que vous receviez. Et ils ont eu des problèmes sérieux.
ces dames-là, parce que c'était dans une fondation. Et tout, je crois d'ailleurs que Roger Milla avait mis sur pied. Et je peux vous en citer comme ça plusieurs cas, pour vous dire que en réalité, s'il y a 300 partis sur le papier, très peu sont actifs. Hein. Il y a des partis dont on entend parler que peut-être quand une élection approche, et Oui. même des partis qui n'ont pas du tout, qui sont pas du tout opérationnels. Hein, je m'en souviens qu'on est parti une fois à Ebolova aussi, dans la banlieue de Belova, à l'entrée de la ville. J'avais fait une activité là-bas avec les jeunes d'un coin pour les sensibiliser sur le fait qu'il fallait qu'ils s'engagent politiquement, mais qu'ils s'engagent pas pour du plan sardine, mais qu'ils s'engagent pour leurs idées, pour les convictions, parce qu'il y a un héritage commun à laisser aux générations d'après. Mais je vous dis même là-bas, à peine on est parti de là, le jeune qui avait été mon point focal et avec qui on a organisé ça, mais il a reçu un coup de fil, mais ces fameux Ndongo, le ministre de l'enseignement supérieur, donc qui est le patron du RDP, c'est dans le coin, mais ils ont été savonnés. Jamais ici, à Ebolova, on acceptera que voilà, un parti vienne, un autre parti que le RDPC. Donc ça, c'est les choses que nous, on a vécues en interne. Pour dire quoi? Pour dire que en réalité, c'est des partis qui, je ne dirais pas fantoches, parce que ça paraîtra insultant, mais ce pas des partis qui sont opérationnels, donc ils ne posent réellement pas de problème au pouvoir central de Yaoundé. Ce que j'ai aussi appris de cet épisode, c'est que tout ce que vous voyez exister au Cameroun, avec la bienveillance du pouvoir de Yaoundé, la plupart du temps, il y a toujours des deals souterrains. Parce que le combat qui nous a été livré, alors qu'on était comme nouveau parti qui se battait pour créer de la visibilité autour de son travail et agréger davantage de militants, j'ai vu le combat qui nous a été mené pour nous nier toute existence et tout. Donc, et puis on a compris que bon, voilà, si vous n'êtes pas sous contrôle, si vous n'êtes pas dans tel secte ou dans quoi au Cameroun, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Faut oublier, il y a beaucoup de gens qui jouent avec les Camerounais, mais moi je ne vais pas lancer la pierre aux gens. C'est ça quand vous vivez au Cameroun. Vous n'avez peut-être pas souvent beaucoup de choix que de dealer, de pactiser avec le parti si vous voulez avoir droit au chapitre ou si vous voulez tout simplement avoir le droit de vivre. D'accord. Bon, ben, on comprend que pour beaucoup de ces partis, c'est un peu des coquilles vides, je ne sais pas, enfin, parce qu'ils n'ont pas un véritable projet et que les partis qui sont vraiment structurés et qui essayent de proposer quelque chose sont l'objet d'intimidation, de menaces, et parce que on estime que le Cameroun est la chasse gardée du parti État qui est en place. Bon, j'aimerais dire à tous nos compatriotes qui sont là que vous pouvez poser des questions. Et pour cela, Morgane, il y a notre compatriote Dikoum Victor qui a posé des questions un peu, comment dire, qui te pose des questions personnelles. Ah ben, il n'y a pas de problème. Il dit, Qu'est-ce qu'il veut savoir, Victor? Toutes les questions sont les bienvenues. Hein. Moi, je n'ai pas de oui, tabou. Je suis, comme vous me il a posé voyez. en anglais. Il dit, you can support Putin and be against Biya in Cameroon. Ah, pourquoi j'ai été dans le mouvement des jeunes Oui, de et Guilla? là, ça c'est la deuxième question. Mais la première question, il dit, enfin, c'est une affirmation de sa part, que vous ne pouvez pas soutenir Poutine et être contre Biya au Cameroun. D'accord. Bon, allez, je vais déjà répondre à la deuxième question. Pourquoi j'ai été À la membre de presbyte. la jeunesse présidentielle? Bon, allez, ça remonte à 1996. Donc, c'est en 1996, mon cher frère Victor, que nous avons sorti des fonds baptismaux, ce qu'on appelait la presby, la jeunesse du président Biya. Et nous avons créé ça pourquoi? Parce qu'il y avait un fameux livre à l'époque qui s'appelait Pour le libéralisme communautaire. Oui. C'est un très beau livre, programme, hein, avec une vraie vision de société, qui était de voir un Cameroun avec le miel pour tous, construit sur des idéaux de justice, de mérite républicain et tout. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez du temps, un jour de jeter un coup d'œil sur ce livre. Donc nous, ça nous a séduits. On était des jeunes intellectuels en pleine formation
intellectuels. Donc, nous, on était intéressés de voir qu'une telle vision pouvait contribuer à notre niveau à la structurer. Alors, on crée ce mouvement donc en 1996. Il a été légalisé en fou. Et nous, on n'était pas des laudateurs du président Biya. C'est parce que si on avait voulu être des laudateurs, on aurait tout simplement rejoint le JRDPC, qui est la jeunesse du parti au pouvoir. Mais on était des admirateurs pour le libéralisme communautaire, qui était un projet de société séduisant pour tous. Et donc, on a mis en place ce mouvement-là, donc la Presby, et très rapidement, ça a été un gros succès. On était dans les 1 million de jeunes dans l'ensemble du territoire camerounais en termes d'adhérents. Donc, c'était la folie tout de suite. On allait un peu partout. Moi, je vous raconte des trucs, j'avais moins de 20 ans. J'étais un gamin d'ailleurs, pour la petite histoire. Il y a le type qui a cru en moi s'appelait Philémon Tcham. C'était lui le président de ce mouvement. Donc moi, je n'ai pas connu l'étape militant. Je suis entré directement. Il m'a coopté tout de suite pour que je sois membre du bureau national et directeur de la communication, ensuite du marketing de ce mouvement. Donc très, très, très jeune, je me suis retrouvé dans les sphères décisionnaires où on prenait les grandes décisions sur le Cameroun. Bon, donc voilà, c'est parti d'un idéal, Victor. On n'était pas dans la mangeoire, nous on était des gens qui rêvions parce qu'on avait passé toute notre jeunesse à lire et puis à voir ce que les Marx ont fait, Karl Marx, à voir ce que d'autres gens ont pensé comme société dans le monde. Et il s'est trouvé que, bon, moi je ne suis pas resté très longtemps dans ce mouvement parce que très vite, j'ai compris qu'il y avait un hiatus entre les valeurs que ce bouquin-là, le libéralisme communautaire, essayait de vendre. Et puis, donc, toujours la question du double discours dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, dans les faits, la réalité. La réalité, c'est que, bon, le Cameroun n'a rien à voir avec le mérite. Il fallait appartenir à certaines chapelles pour pouvoir avoir droit de parole à l'agora. Donc, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout dans mes convictions. Je n'étais pas quelqu'un prêt à se compromettre parce que, voilà, il veut une réussite personnelle. Donc, très rapidement, j'ai quitté ce mouvement. Et puis, voilà, c'est l'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé à quitter le Cameroun à l'époque parce que, étant à l'intérieur, donc connaissant tous les gens qui décidaient au Cameroun, tous là que vous voyez, je les ai vus commencer pour plusieurs leur carrière. Donc, étant dedans, j'ai vu ce qui se passait, j'ai compris que ce n'était pas du tout l'idéal de société que je recherchais. Et donc, je suis parti de là et j'ai compris que, bon, le Cameroun n'avait pas d'avenir. Donc, je suis parti du Cameroun aussi. C'est un peu ça. Donc, je suis rentré par conviction, parce qu'il y avait un beau bouquin qui était inspirant. Mais je suis sorti après avoir été désillusionné, après avoir compris que, bon, voilà, il y avait ce qu'on disait et puis ce qui se faisait en réalité. D'accord. Donc, j'aimerais souligner aussi par rapport à ce livre pour le libéralisme communautaire, en fait, ceux qui ont mené des recherches, ceux qui ont été vérifiés à la source et tout, le livre, en fait, a été écrit par François Sengako. C'est pas Paul Biya qui a écrit le livre. Et effectivement, on se rend compte que c'était un idéal, des idées, comment dire, intéressantes qui étaient présentées, mais quand on met en regard ce livre-là que lui était supposé mettre en œuvre dans ses politiques au Cameroun, il n'y a pas photo. Le compte n'y est pas. On a vendu quelque chose, en fait, juste pour amuser la galerie ou alors se rendre intéressant auprès du public camerounais. Mais sur le plan pratique, non, on ne voit rien. J'aimerais répondre à la première question qu'a posée M. Ndikoum Victor. Est-ce qu'on peut soutenir Poutine et, comment il a dit ça, et être contre Biya? Mais qui lui a déjà dit que je soutenais Poutine? Parce que je sais que les Camerounais ils sont très forts dans les affirmations. Euh, euh, alors, moi, sur la question de Poutine, c'est très simple. Moi, la vision qui est la mienne,
elle n'est pas nouvelle, hein. Je suis pour une Europe, une grande Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural. Donc, la question n'est pas Poutine, peu importe qui il est. Je pense que la Russie est au cœur de l'Europe. Vous savez, la capitale de la Russie, Moscou, c'est 12 millions d'habitants. C'est la capitale la plus peuplée d'Europe. Et donc, je ne vois pas l'Europe se construire de manière sérieuse sans la Russie. Donc, ça, c'est déjà la vision qui est la mienne. Bon, de deux, il ne faut pas trop écouter ce qui se dit dans les médias. Je crois que l'avantage que vous avez avec un type comme moi, c'est que la plupart des sujets que vous m'entendrez évoquer, c'est des sujets que j'ai touchés du doigt. Donc, la plupart du temps, je ne donne pas une opinion, je suis sur des faits. Quand vous allez en Russie, même à l'heure qu'il est, j'y étais il y a 3 semaines encore, quand vous allez en Russie, le premier employeur privé en Russie, c'est la France. Le premier employeur privé en Russie, c'est la France. 160 000 emplois. Est-ce que quand vous écoutez tout ce qui se dit dans les médias en France, vous pouvez imaginer qu'il y a ce niveau de proximité? Quand vous descendez dans n'importe quel aéroport de Moscou et que vous roulez, vous voyez la France partout. Auchan, tout ce que vous connaissez comme grande enseigne sont là-bas. Alors, est-ce que c'est en adéquation avec le discours commun de diabolisation? Oh non, c'est pas bon, ou c'est bon. Donc, il faut connaître les réalités. Il y a ce qu'on dit dans les médias parce que ça arrange les gens, c'est de convenance, mais il y a les réalités. Donc voilà, moi je ne suis pas pour le culte de l'adoration des idoles. C'est pas tout mon truc, mais après, je trouve que le président Poutine est quelqu'un qui a redoré le blason de son pays. Il faut toujours se rappeler où était la Russie quand ce monsieur est arrivé aux affaires. Il a trouvé une Russie qui était complètement déstabilisée. La quasi-totalité des sociétés d'État pour son pôle industriel vendu au rouble symbolique, il n'y avait quasiment plus rien, quoi. C'est un pays qui était quasiment à la ramasse, quoi. Il suffisait juste maintenant qu'on vienne le prendre à la petite cuillère. Et c'est de ça qu'il est parti pour construire pour que la Russie retutoie son lustre d'antan aujourd'hui. Donc c'est admirable. Moi, je suis pour des leaders qui travaillent pour leur pays, pour la postérité, pour le bien collectif, le bien commun. Allez en Russie, posez la question à qui vous voulez, vous entendrez ce qu'on va vous dire sur lui. Et je pense que le fait qu'il soit réélu de manière répétée depuis est assez éloquent. Ok, d'accord. Ben, pour ma part, je pense qu'on a besoin des leaders, des dirigeants forts en Afrique. On a besoin des dirigeants patriotes qui aiment vraiment leur peuple et qui ont un vrai projet de société, qui n'amènent pas chez nous des choses qui vont bousculer nos valeurs traditionnelles et autres. Donc, en ce sens-là, je pense que on a des leçons à tirer quand même de la Russie, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher. Il y a une autre question qui est arrivée du compatriote Tabakem Djoutsa qui dit: Monsieur Morgan Palmer, pourquoi ne faisons-nous pas tous pression derrière le MRC avec le président élu Maurice Kamto? Ben, il n'y a pas que le MRC comme parti politique au Cameroun, il y a beaucoup d'autres partis de formation. Et je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette orientation à vouloir amener. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas pour le culte des idoles. Ce n'est pas du tout la conception que j'ai de la vie. Je suis un esprit libre et j'aime bien choisir sur des critères complètement objectifs. Donc, il n'y a pas que le MRC au Cameroun, qui est une très grande formation politique. D'ailleurs, parlons de l'époque du Parti républicain. J'ai eu à l'époque la chance de rencontrer M. Mamadou Motard en prison, dans mes différentes visites à la prison centrale de Koningui. Et voilà, on s'est établi une belle fraternité entre nous parce que voilà, on avait, comment dire, un respect mutuel. Donc c'est une grande organisation politique, mais il n'y a pas que cette organisation politique. Il y a des organisations politiques comme l'UPC aussi au Cameroun qui ont été là dans les combats d'avant-garde, les grands combats où il y a des sacrifices de vie, des gens qui sont morts.
Et c'est des partis qui avaient un caractère national, réunissant des Camerounais de partout, et des partis qui nous ont offert en termes d'héritage, de legs. En Cameroun, on ne savait pas que tel vient de telle région, tel vient de telle autre région. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en termes de légitimité, si il faut revendiquer une légitimité, il y a d'autres formations politiques aussi au Cameroun qui ont des choses à dire. Donc, j'ai bien compris que c'est peut-être un militant de son parti qui essaie de faire son marché et tout. Il en a le droit, hein, vous avez le droit, monsieur Takem. Sauf que, voilà, moi, ma vision des choses, c'est que aujourd'hui, ce qui arrive au Cameroun nécessite un élan qui soit au-dessus des partis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut créer au Cameroun, c'est un mouvement pour rassembler, réconcilier et reconstruire le Cameroun, hein, autour de ces trois aires. Il faut des talents de partout, parce qu'on a bien vu ce que nous offre la scène politique camerounaise aujourd'hui en termes de répliques tribales et puis de petites querelles qui n'amèneront le Cameroun nulle part. Donc, en ça, vraiment, on est en train de critiquer un fascisme, celui de la gouvernance actuelle, et on retombera sur d'autres fascismes. En tout cas, le pouvoir, en général, accentue les défauts des gens. Et donc, si vous voyez des gens avoir certains comportements alors qu'ils ne sont pas en situation de pouvoir, sachez que ces comportements vont s'amplifier quand ils auront le pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est bien pour le Cameroun, ce vers quoi nous devons tous partir, puisque de toutes les façons, toute l'offre politique que nous avons aujourd'hui a échoué à rassembler les Camerounais, c'est de partir vers un mouvement qui va prendre ce qu'il y a de bien partout et puis de se dire, bon, l'épisode de la politique politicienne, on la met entre parenthèses et on focalise sur la construction du développement. Vous savez, ce n'est pas la démocratie qui construit le développement, ça n'a rien à voir. Vous avez beaucoup de pays dans le monde qui sont développés et qui ne sont pas forcément des régimes démocratiques, qui sont des régimes autoritaires. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin? Ce dont nous avons besoin, c'est que sur 30 millions de Camerounais, qu'on n'ait plus seulement 1,1 million qui ont un salaire toutes les fins de mois. Vous vous rendez compte? C'est un vrai scandale. 750 000 du secteur privé au Cameroun, 324 000 du secteur public. Voilà les gens qui ont accès à un salaire au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut que chacune de ces personnes-là, de ce million, s'occupe de 30 Camerounais pour que le pays s'en sorte. Vous voyez qu'il y a des urgences qui dépassent les questions de querelles partisanes, tribales, quand je pense que nous sommes en train de déshonorer la mémoire de nos devanciers, la mémoire des pères fondateurs de notre pays. Hein? Vous savez qu'à l'époque, quand Oumiobe est parti aux Nations Unies représenter le Cameroun, vous savez qui a financé son déplacement? Ce sont les chefs bamileke. Voilà, ils n'ont pas dit oui, bon, lui c'est un Bassa, ou Abel Kingé c'est un Douala, ou Félix Noumier c'est un Bamoun, ou Ernest Wandier c'est un Bamileke. Non, non, ils n'étaient pas dans cette logique. Alors on ne peut pas 70 ans après, qui nous ait mis à ce niveau-là, revenir sur des choses où on est dans les replis tribaux, le repli tribal qui n'apporte rien au Cameroun et qui permet plutôt de jouer le jeu du parti au pouvoir. Voilà, parce qu'ils sont contents, hein. Rassurez-vous, je les connais très bien. Chaque fois que vous vous tapez dans la gueule là, entre différentes factions d'opposition, mais eux, ils se frottent les mains. Ils savent que bon, ils en ont pour l'éternité là, de leur pouvoir. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on évoque les questions autrement. De toute façon, vous apprendrez que moi, je ne suis pas un type qu'on cueille comme un petit lapin de 6 semaines. J'ai de la bouteille, j'ai du vécu. Donc il va falloir que vous appreniez que quand c'est un débat avec moi ou qui me concerne, moi je ne suis pas dans les trucs partisans, je me place toujours au-dessus de la mêlée pour qu'on voit ce qu'il faut. Il faut aujourd'hui une attitude déception, une attitude originale pour trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Et on n'est pas obligé, moi je ne suis pas candidat à quelque chose, je ne vais pas être président, je laisse ça à d'autres, mais par contre je suis candidat à donner de ma voix, à donner de mes idées, de mon énergie, de mon temps, pour qu'on trouve le nouveau modèle de développement qui permettra que les générations d'après soient fières de nous, qu'elles se rappellent que, ah, on a eu des ancêtres qui, pendant les périodes de braise, se sont mobilisés, ont risqué leur vie. Parce que vous savez, moi, avant février de l'année dernière, personne ne m'avait jamais entendu parler. Pourtant, j'étais un type qui agissait. Le jour où je suis sorti de l'ombre où j'étais,
le manque à gagner était énorme. Et les clients que je perdais et les partenaires, parce que le métier que je fais quelque part nécessite de la discrétion. Mais je savais que ça fait partie du sacrifice, qu'il faut être prêt à payer. Des jours, je suis sorti de l'ombre, je me suis mis en danger. J'ai eu des snipers qui peuvent me liquider à tout bout de champ, mais ça fait partie du combat. Ouais. Il faut être capable de payer de sa personne, d'abord de donner des sacrifices personnels avant d'en demander à d'autres personnes. Voilà. Donc, moi, c'est la trajectoire qui est un tout petit peu la mienne, mon cher frère Tabaken. Exactement. Donc, la question centrale, en fait, de cette discussion, et la question qui a été annoncée pour ce live, c'était la pertinence, l'utilité même de la présidentielle. Oui. Parlant de ce sujet, une présidentielle au Cameroun dans les conditions actuelles, nous savons que depuis 2018, rien n'a changé. Le code électoral reste le même. Elecam, au niveau de Elecam, rien n'a changé. On a vu même ce qui se passe avec l'inscription sur les listes électorales et lesquelles listes ne sont pas publiées. Donc, même ceux qui sont inscrits fraîchement, ils ne savent pas si leurs noms vont figurer sur les listes. On a vu aussi le jeu du Conseil constitutionnel. Donc, pour planter un peu le décor, on a un parti-État qui a tous les moyens, qui mobilise tous les moyens de l'État, les moyens financiers, administratifs, logistiques. Tous les moyens sont entre les mains d'un parti qui, néanmoins, est en compétition contre les autres partis. L'appareil judiciaire est entre les mains du même parti. Bref, ce parti, en fait, mobilise tout. Ce parti a tout entre ses mains. Donc, en réalité, dès le départ, les dés sont pipés. Le jeu est faussé dès le départ. C'est très difficile d'avoir une élection transparente, une élection juste dans ces conditions-là. Donc, moi, je voulais vous poser la question, Morgane Palmer. Cette élection, est-ce qu'elle est vraiment utile dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'on peut en espérer, étant donné que rien n'a changé depuis 2018? Bah, c'est une autre arnaque, 43 ans après, hein, qui est en préparation. Non, clairement, il n'y a pas d'élection présidentielle à tenir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'état de droit. Alors, quand on n'a plus d'état de droit, ça veut dire qu'on n'aura pas des institutions en capacité d'arbitrer dans une compétition. Alors, si on n'a pas des institutions en capacité d'arbitrer dans une compétition, ben, pourquoi organiser la compétition? En ce moment, ceux qui gardent le pouvoir de force, ils n'ont qu'à assumer que, bon, voilà, nous sommes les plus forts, donc on est là, on garde le pouvoir de force, que d'organiser des simulacres de ce que nous vivons depuis des années. Moi, je vous ai dit que pour en parler, je peux vous dire des choses parce que j'ai été sur place, j'ai vu ce qui s'est passé. Moi, vous me parlez tout à l'heure du Parti républicain, on va revenir sur la question de l'importance de la tenue ou non de cette présidentielle. Moi, j'étais au Parti républicain, je vous ai dit tout le travail qui a été fait, donc j'avais mon temps partagé entre m'occuper du prisonnier Georges Gilbert Baongla, gérer sa famille, en tout cas celle à laquelle j'avais accès, ses employés, pour qui j'étais devenu l'assistant social, et puis le parti politique. Mais vous savez que quand on a fini de faire ça, quand on a fini de dire aux gens c'est intéressant, on a des gens qui envoyaient beaucoup d'argent, je vous le dis, et jusqu'aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude de voir que les Camerounais peuvent s'élever. Et je vais vous étonner, la plus grosse mobilisation que j'ai eue autour du Parti républicain, en tout cas dès le départ, ce sont nos frères de l'Ouest. Moi, je n'aime pas parler en termes de tribus, non, mais il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. Pour répondre à notre frère tout à l'heure qui demandait pourquoi pas autour du RMRC, les plus gros donateurs du Parti républicain ont été des frères de la diaspora de l'Ouest Cameroun qui sont venus sans qu'on aille les chercher. Ils ont compris qu'il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est repli tribal, généralisation, tout ce qui est essentialisme. Il ne faut pas essentialiser.
parce que vous ne savez pas qu'est-ce que pensent les gens réellement. Donc, pendant qu'on a fait ça, ces gens sont venus, se sont mobilisés. J'ai même, à l'époque, été en contact avec beaucoup de gens du RDPC, l'aile progressiste, qui sont venus vers nous, dire, nous, on veut vous rejoindre et tout, parce que voilà, on est à l'étroit dans le parti et de toute façon, rien ne bougera au sein de cette machine. On aime bien le discours, la tonalité qui est la vôtre, qui est de dire qu'il faut que tous les Camerounais se mettent ensemble pour bâtir un nouveau projet civilisationnel. Et donc, nous, on veut venir, on est prêt à mettre des fonds, mais à condition que vous voyez avec votre leadership. Moi, il y a des gens qui m'ont dit oui, parce que votre président, là, c'est un fou. Le jour où il sortira de prison, il va renoncer à tous les engagements qu'il aura pris. Moi, à l'époque, j'étais naïf, enfin, pas naïf, mais je ne connaissais pas jusqu'où pouvaient aller les gens. Donc, j'ai pris des engagements. Moi, je suis allé rencontrer Georges-Julien Bangla en prison pour lui dire, bon là, qu'est-ce qu'on fait? On a une meute de militants, de gens qui viennent, qui rejoignent le parti, mais ils posent un problème, c'est le problème de ta stabilité en tant que personne, parce que moi, je parle de manière très libre. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Au point où on est arrivé dans la négoce, et ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir, de comprendre comment ça fonctionne réellement le monde politique. On est arrivé dans la négoce. Moi, j'ai une pléthore de gens qui quittaient le RDPC pour nous rejoindre au Parti républicain. Et ils ont posé comme condition que Bangla ne les rassurant pas, il fallait que ce soit plutôt moi leur interlocuteur. Moi, je suis allé voir Bangla, je lui ai dit, bon voilà, on a ces gens-là. Pour l'instant, c'est moi qui finance le parti. Ouais, parce que je suis arrivé, il n'y avait rien. Le parti n'avait même pas de compte. Bref, il n'y avait pas d'activité. Les comptes du parti, c'est moi qui les ai créés. L'activité, nous l'avons diversifiée avec les frères qui ont porté le projet. Et donc, on a eu des gens qui venaient, qui étaient prêts à financer la participation à l'élection de 2019, aux élections locales de 2019. Donc, voilà. Bon, là, il a dit, bon, ok, bon, moi, je veux me retirer. Sauf que moi, je vais être candidat à la présidentielle. Je lui ai dit, chiche, moi, ça ne m'intéresse pas d'être président. Donc, on trouve un accord, puisque ces gens ne sont pas rassurés par toi. Tu deviens président d'honneur avec, on retouche les statuts, disant qu'en cas d'élection présidentielle, le candidat naturel du parti, c'est le président d'honneur. Comme ça, tu vas être candidat. Donc, on ne te met pas complètement à la touche. On est tombé d'accord. Ces gens-là nous ont rejoints. Et puis, patatras, dès qu'on arrive à l'élection, à la période d'élection, je suis appelé un jour par Bangla qui me dit non, 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 il ne faut pas que le parti participe aux élections parce que, voilà, il ne veut pas que le parti soit dans une élection quand son père aux affaires. Oh. Qui peut croire à ça? Si moi, qui ai vécu la chose de l'intérieur, je ne vous la raconte pas, qui peut croire à ça? Donc, du coup, me mettant en porte-à-faux avec des gens qui sont venus en contrepartie d'un engagement dont j'apparaissais comme un mytho et tout. Vous pouvez imaginer ça, ce que je vous dis là? Combien, et ça se passe dans plusieurs partis au Cameroun. Plusieurs partis, donc vous vous demandez, mais pour qui les gens roulent finalement? Hein? Parce que moi, j'étais à des années-lumière de savoir qu'après avoir fait tout le boulot, de dire aux gens, venez, on va aller à la conquête maintenant des terroirs. J'avais même lancé un casting politique à l'époque. L'idée, c'était de faire susciter des vocations politiques dans le peuple, un peu partout. S'il y a des gens bien qui nous correspondent, qu'on mette les moyens derrière eux pour qu'ils aillent à la conquête de leur contrée. Et puis, on nous dit du jour au lendemain, non, 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 il faut arrêter. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas un roublard. Hein. Je ne suis pas venu en politique parce que je suis un féman. Tu connais très bien la genèse. Tu as donné ta parole. Les gens, on a pris des engagements avec les gens. Et donc, il faut respecter ces engagements. Et donc, l'histoire de notre clash est partie de là. Même comme j'aurais appris tout ce qui a été raconté, vous savez, c'est très camerounais. Salir les autres. C'est ça. Il n'y a pas eu d'autre problème avec Georges-Julien Bangla. Du jour au lendemain, donc il n'a pas voulu. Il a renoncé au fait qu'il n'était plus président. Donc je lui ai dit, mais non, le fait que tu ne sois pas président, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai trouvé que tu avais fait des statuts. Les statuts disaient qu'au bout de 45 jours d'empêchement, tu n'étais plus simplement président. Ça fait 5 mois, moi j'ai laissé parce que ça ne m'intéressait pas. Ouais. Je vous ai dit, moi j'étais là pour jouer un rôle, j'ai laissé. Donc si tu commences à poser des problèmes et si tu commences maintenant à nous mettre en porte-à-faux avec les militants, en ce moment on va appliquer les statuts. Et je lui ai écrit, ça
lettre, je lui ai dit, ben, il faut que tu démissionnes, comme on s'était entendu. Il n'a pas voulu démissionner. Il faut que tu démissionnes. Il n'a pas voulu démissionner. Il faut savoir que dans, dans cette histoire-là, cher Armel, il y a beaucoup, beaucoup de dessous qu'on n'a pas toujours envie d'évoquer par décence, par classe, parce que, bon, voilà, quand vous avez été en responsabilité, en tout cas à ce niveau, vous avez de la retenue républicaine. Mais quand on regarde quand même comment fonctionne notre pays aujourd'hui, il est très facile de jeter l'anathème, de jeter des rumeurs sur les gens, de salir des gens facilement. Moi, je suis bien obligé aujourd'hui de vous dire à vous, hein, vous êtes sympathique et tout, de vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Donc, un monsieur comme ça, moi, je arrive, 5 mois, je porte son parti, je m'occupe de lui, oui, parce que je m'occupais de lui. Et je ne vous dis pas les choses que j'ai subies dans cette affaire. Ce type a failli me mettre une évasion sur le dos, parce qu'un matin, il m'appelle, ben oui, il a failli me mettre une évasion sur le dos. Il m'appelle un matin, oui, tu viens me voir, je dis oui. Il a vu le régisseur, il dit au régisseur de la prison qu'il a de l'argent qu'il doit prendre à la banque parce qu'il a des problèmes et tout. Et c'est moi, la personne caution, puisque quand il y avait un problème le concernant en prison, c'est moi qu'on appelait. Donc, moi, je viens, le régisseur accepte de mettre à disposition des gardes pour l'accompagner, sauf qu'au moment où je démarre de chez moi pour aller me rendre là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai une panne de voiture. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qu'il a déjà monté un projet, un plan d'évasion et tout. Donc, moi, la voiture s'arrête. Le temps de faire venir un mécano, de faire le bilan, on se rend compte qu'il y a une rupture de courant de distribution. Et donc, c'est plus sérieux que ce que j'aurais pu penser. Donc, on se retrouve là. Je suis resté de 9 heures là à veiller avec le garagiste à ce que les choses soient arrangées. Ce n'était pas ma voiture, c'était une voiture de location et tout. Et toutes les 30 minutes, il m'appelle au téléphone. Je lui dis, je t'ai dit que je suis en panne. Donc, j'étais en route pour là-bas. Je ne peux pas laisser cette voiture ici pour venir. Et je ne comprenais pas toutes les 30 minutes le téléphone. Après, ça a été son épouse, sa charmante épouse qui m'appelait tout le temps. Je n'ai pas compris. Et donc, finalement, on filme le départ vers 19h. Et c'est à 19h que je reçois un coup de fil. Sa femme, oui, président, est-ce que vous allez passer ce soir? Parce que je rendais visite à lui en prison, à sa famille, tous les jours. Ah ouais. Et donc, je vais là-bas, et puis c'est sa femme qui me dit, parce que voilà, elle voyait bien comment je prenais son mari de manière fraternelle, comme un frère. Elle me dit, ah, il est en train de craquer. D'ailleurs, je pense que vous êtes quelqu'un de béni, président, parce que ce qu'il avait prévu aujourd'hui, c'était de vous utiliser pour s'évader. Donc, c'était quoi le plan? Je venais avec la voiture, on partait avec les gardes, on arrivait à la banque, et puis il entrait par la porte arrière, il sortait par une porte dérobée où il avait déjà mis tout un dispositif en place pour s'évader. Et donc, comme c'était moi la caution, vous voyez un peu, donc, moi je vous parle de politique, que je suis venu faire de la politique, vous voyez dans quoi on se retrouve. Ouais. Vous voyez dans quoi on se retrouve. Combien de Camerounais savent ça? Moi, il y a 5 ans ou 6 ans plus tôt, quand cette affaire s'est arrêtée, j'ai dit je ne veux pas parler. Je suis resté tranquille dans mon coin, même le jour de ma démission. Plusieurs médias camerounais, Vision 4, Canal 2, ils ont appelé, je leur ai dit non, 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 je ne veux pas faire de déclaration sur le truc, je suis resté comme ça. Mais un jour, on me rapporte que ce monsieur passe à la télé, on lui demande est-ce que vous connaissez monsieur Palmer? Et il dit qu'il ne me connaît pas. Donc moi, j'étais vice-président, président par intérim de son parti, et il ne me connaît pas. Après tout ce que je viens de vous raconter là. Donc en fait, on vit dans un vrai délire dans notre pays. Hein. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun est comme un asile psychiatrique à ciel ouvert. Vous avez des gens qui se pavanent, que vous voyez à gauche, à droite, vous les créditez d'une certaine crédibilité, mais il n'en est rien du tout. Donc voilà dans quoi j'ai failli me retrouver. Ouais. Si n'eût été la main divine qui a créé cette panne pour que je ne rentre pas ce jour dans cet endroit où j'étais attendu avec un guet-apens, je me serais retrouvé, moi, la caution d'un prisonnier qui a fait la malle sans que... Est-ce que quelqu'un aurait accepté que je n'étais pas au courant de cette affaire? Donc voilà les choses qu'on a dû gérer au quotidien. On a dû gérer au quotidien. Donc, et en plus, les gens chez nous ne sont pas reconnaissants.
Le matelas sur lequel M. Baoula dormait en prison, c'est moi qui l'ai acheté. Quand il était malade, c'est moi qui ai acheté des médicaments. Chaque jour où j'allais en prison à Konengi, chaque jour où j'allais en prison à Konengi, ça me coûtait, en dehors de ses problèmes à lui, au moins 10 000 francs. Parce que demandez, moi je ne parle pas en l'air, ils sont là, puisqu'on n'était pas à huis clos. Quand vous arrivez, il y a tellement de misère dans cet univers carcéral où les gens sont abandonnés à eux-mêmes et tout. Vous avez des mains qui se tendent de partout. Vous ne pouvez pas ressortir de là sans donner aider ces mains qui se tendent. Ces gens qui vous appellent que parfois vous ne connaissez même pas et tout. Mais c'était ça chaque jour pendant 5 mois. Et donc, après avoir fait tout ça, ce monsieur se lève un jour, il dit qu'il non, il ne me connaît pas. Et en plus, on n'a pas eu de vrai problème. C'est qu'il n'a pas tenu sa parole. Et moi, je te dis que je ne suis pas un féman, donc je ne vais pas donner ma parole à des gens pour changer. Et puis de là part, donc, tout ce que vous pouvez voir. Donc, c'est très complexe, notre pays. Mais il faut connaître ces choses-là, parce que là, on parle d'une élection. Vous venez d'en parler. Oui. Là, j'étais dans un parti qui a vocation à aller aux élections. Et puis, la personne qui fait obstruction à cette démarche, c'est qui? C'est le fondateur du parti. Donc, allez comprendre quelque chose. Oui, justement par rapport à cet aspect-là, moi, je me suis toujours posé des questions parce que la vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. C'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit aux élections locales et à d'autres élections. J'ai comme l'impression qu'il y a une malédiction qui frappe les partis politiques qui sont le plus en vue au Cameroun. Parce que pour moi, un parti politique qui refuse d'aller aux élections, c'est quand même problématique. Bon. Le pouvoir, il s'arrache à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau de la magistrature suprême. Donc, je ne sais pas. Vous comprenez qu'il y a de la magouille quelque part. C'est pour ça que je dis tout le temps aux Camerounais, faites très attention à tous les gens qui se présentent devant vous pour vous raconter des choses. Faites attention. Le Cameroun, c'est un pays qui est pourri. Il est pourri à tous les niveaux. Mais regardez, quand je vous dis qu'une élection présidentielle au Cameroun aujourd'hui est sans objet, mais tous les leviers sont là. Nous avons ce problème électoral dont vous avez parlé tout à l'heure, qui n'est pas résolu. Vous avez une chambre des comptes qui dépend de la Cour suprême du Cameroun, qui a sorti un rapport qui incrimine plusieurs membres du gouvernement. Au-dessus de la Cour suprême, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? Rien. Vous avez des gens qu'on assassine au Cameroun. Non, mais il y en a qui ont été décorés, plutôt ils ont reçu. Bon, voilà, on les a plutôt décorés. Donc, on est dans l'ensauvagement. Ce n'est plus un état de droit. Alors, à quel titre on organise une élection alors que tous les leviers pour l'organisation de l'élection, donc l'arbitrage et compagnie, sont pipés d'avance? Ça ne sert à rien. Il faut simplement que les gens assument l'idée que, bon, nous sommes là parce qu'on est fort. Et puis maintenant que ceux qui sont en face s'organisent aussi en se disant, bon, ils sont forts, il faut qu'on s'organise nous aussi en force pour prendre les choses. Vous savez, il y a plus d'un an que je l'ai dit, les gens ont pensé que j'étais un doux rêveur quand j'ai commencé à dire que c'est une insurrection qu'il faut au Cameroun. Je le disais, c'est le patriotisme. Et j'assumais, et comme je l'assume aujourd'hui, j'assumais l'idée qu'on ne peut pas construire le progrès au Cameroun demain avec ces gens. Vous les avez habitués à quoi? Ils sont habitués à la jouissance, puisqu'ils ne travaillent pas. C'est quoi le bilan de 43 ans de pouvoir de la majorité actuelle? Il n'y a pas de bilan. Donc ces gens-là, chaque élection, ils répètent les mêmes choses et puis il n'y a pas de travail derrière. Ils ne rendent même pas compte. Vous savez que la dernière élection présidentielle, le président de la République, qui est soi-disant élu au suffrage universel, il a fait un seul déplacement. Oui. Il était à Maroua. Oh non, oui. Un seul déplacement. Mais vous voyez le mépris? Ah oui. Vous voyez le mépris? Ça veut dire clairement que, bon, allez, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. De toute façon, on est là parce qu'on est fort. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est temps. Donc, la question, elle a été bien posée. Est-ce qu'elle est utile? Non. Elle est sans objet, en réalité, cette élection-là. Si les gens vont vouloir y aller, OK, on ira pour la forme, comme les autres fois, mais déjà, on peut savoir de quoi ça va accoucher. Donc, la Cour suprême prend des décisions qui sont narguées par l'exécutif et tout, ça n'a aucune conséquence. Vous pensez donc qu'avec cette organisation, aller à l'élection, ça sert à quoi?
Ça ne sert à rien. Et vous avez des hommes politiques, mais encore une fois, il faut se méfier parce que je vous ai dit comment ça se passe. C'est le royaume des manœuvres et des deals. Vous ne savez pas qui est lié à qui. Moi, je connais un opposant camerounais qui est connu, dont la femme est très amie avec M. Ferdinand Ngongo, qui passe des heures et des heures ensemble, en aparté et tout. Et ce type-là, est-ce que ces militants sont au courant de ce genre de collusion? Je ne suis pas sûr. Bah non. Et ce sont ces gens-là qui tiennent des discours qui induisent les gens en erreur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui mangent, des jouisseurs, qui sont repus de nourriture et tout, et pour qui il n'y a pas de changement et sans objet. Donc voilà, le camp de la gouvernance actuelle. Et il y a ceux qui trouvent que, bon, on ne peut pas laisser cette pourriture comme l'héritage aux générations d'après. Et donc, ces deux camps-là doivent s'affronter, mais ils doivent s'affronter à armes égales. Ça veut dire, ne venez pas avec des fleurs, vous allez offrir des pétales d'orchidée à des gens qui vous tirent dessus à la calache. Soyons sérieux quand même. Donc voilà, je ne sais pas trop sur quoi les gens comptent, mais vraiment, je demande à nos frères du Cameroun, à nos sœurs du Cameroun de faire preuve de lucidité. Et aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens qui sont pour le changement. Là, on est à quelques mois de l'élection. Il y a peut-être matière à ce que tous ces gens qui disent la même chose, qui sont d'accord sur le constat, qui sont d'accord sur qu'il faut que ça change, ce qu'on doit faire, il est peut-être temps que tous ces gens s'asseyent déjà ensemble autour de la table et commencent à se parler. Peut-on être pour le changement et puis ne pas être capable de s'asseoir avec X ou Y pour commencer à trouver des solutions, à se dire, bon, voilà comment on voit les choses, voilà, et vous, comment vous voyez, et puis de trouver une médiane à partir de laquelle on va agir. Mais je vous le dis, bon, on verra bien, mais de toute façon, moi, c'est pas ma ligne. Et je le dis depuis longtemps, et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est contre le pays. La vie des hommes est plus courte que la vie des nations. Moi, je suis pro-Cameroun, mais je suis contre cette gouvernance qui est là, qui a pourri le pays depuis 43 ans. Oui, tout à fait. Bah, le vrai problème, c'est que pendant que tout ceci que là se déroule et tout, c'est la population, le peuple camerounais qui est pris en étau, en fait, entre tous ces acteurs, c'est-à-dire une gouvernance médiocre, défaillante qui est là, qui n'a pas pu apporter ne serait-ce que le bien-être ou satisfaire les besoins de base d'une population depuis tant d'années. Et en face, on a les autres acteurs, on a l'opposition, la société civile, et tout se déroule chez eux en rang dispersé. On a plutôt des querelles entre des dirigeants dits de l'opposition. Donc, le peuple camerounais est vraiment pris en sandwich et il va falloir que ça bouge parce qu'on ne peut pas en rester là. On ne peut pas être dans un pays qui a tout, dans un pays qui est immensément doté, qui a toutes les potentialités, mais où les gens manquent de tout. On manque de tout. Et même les nouvelles qui nous parviennent de l'actualité ne nous rassurent guère. Le Tchad, maintenant, qui va faire passer ses marchandises par la Guinée équatoriale, le Cameroun, en fait, je ne sais pas si c'est moi qui le vis ainsi, mais je n'ai pas de bonnes nouvelles qui viennent de mon pays, en fait. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays qui commencent à prendre leur liberté, leur indépendance et leur autonomie, ça nous réjouit parce que c'est l'Afrique, mais c'est des sentiments mitigés parce que de l'autre côté, on dit, mais pourquoi chez nous, ça ne bouge pas? Donc, tout à l'heure, quand tu parlais de l'engouement que le Parti républicain avait suscité et la diaspora qui se mobilisait de partout pour venir contribuer à cet effort parce qu'ils croyaient en ce projet. Moi, je pense que la diaspora doit vraiment prendre ses responsabilités de commun accord, de concert avec tous les patriotes qui sont sur place, sur le terrain, pour que ça bouge. On ne peut pas en rester là. Ça a déjà trop duré. Et il faut parler de projet. Il faut parler de projet parce qu'aujourd'hui, il y a une hystérisation du débat public qui fait que les gens ne peuvent plus se parler calmement, sans arriver à l'invective, aux insultes et tout.
Il faut parler du projet. C'est quoi le projet que nous pensons pour les générations d'après? Je vous ai dit le ratio tout à l'heure. Les chiffres, ils sont alarmants. Donc, nous avons des jeunes qui ont fait des études, qui ont fini leurs études, qui ont 35 ans, qui habitent toujours chez papa. Ils vont entrer dans la vie active quand? Nous en avons même ceux qui travaillent, les fameux travailleurs pauvres. Ils sont en grande proportion dans les chiffres que je vous ai annoncés aujourd'hui. Ils travaillent, mais ils n'ont même pas les moyens de se louer une maison. Il y a matière à penser des projets. Moi, à l'époque, au Parti républicain, j'avais mis en place quelque chose qu'on appelait de locapro, donc de locataire à propriétaire. C'était un projet pour dire que, bon, il faut faire de chaque jeune Camerounais qui commence dans la vie active le propriétaire de sa maison. Et les solutions n'étaient pas très compliquées. C'était de dire, on a des collectivités territoriales qui ont le foncier, on va les faire venir. On a l'État qui a toute la machine des douanières et fiscalité. On va parler avec l'État. Et puis maintenant, on a des partenaires internationaux qui ont le savoir-faire, l'ingénierie pour faire des gros projets immobiliers, hein, de nouvelles villes, des projets intégrés. Donc, on les fait venir avec un accès privilégié aux fonciers, avec des facilités douanières et fiscales. Eh bien, ils nous sortent des villes où on a des maisons qui coûtent au maximum 12 millions. Avec 12 millions, quelqu'un qui a un salaire même de 150 000 francs, il paye un loyer de 50 000 tous les mois, sauf que ce loyer, ce n'est pas juste un loyer, c'est des traites pour une maison qui lui appartient déjà. Donc, au bout de, je ne sais plus quel calcul on avait fait, mais je crois que c'était au bout de 15 ans ou 12 ans, il avait remboursé. Il avait à payer toute sa maison. Donc, il faut qu'on pense des projets comme ça. On fait quoi de la jeune fille camerounaise de demain? Nous leur faisons des enfants, on les abandonne et elles doivent se taper l'éducation des enfants dans une société aussi violente. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'allocation pour les accompagner et tout. Est-ce qu'on ne met pas en place aujourd'hui, de toute urgence, cette sécurité sociale? Au moins certains de ces aspects, l'assurance maladie, parce qu'on veut se développer. Mais comment on va se développer si on a un peuple qui, malade, ne peut pas avoir accès aux soins, sans démocratiser l'accès aux soins? C'est juste impossible. Est-ce que c'est compliqué à faire ces choses-là? C'est pas compliqué. Vous savez que si on met juste des petits taxes et que les gens sont conscientisés sur l'apport que ces taxes peuvent avoir sur leur vie, mais tout le monde va payer. Moi, je suis pour qu'on utilise comme levier un impôt indirect, comme la TVA. Vous mettez 10 francs de plus sur le prix du pain et compagnie, 10 francs de plus sur le prix du pain va financer la sécurité sociale au Cameroun. Et du coup, quand on a quelqu'un qui est malade, il va se soigner. Pour pouvoir développer tous les projets que nous portons, il faudra des hommes en santé. Donc, la santé doit être quelque chose de prioritaire. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les intelligences qu'il y a, et même des profils de leaders, parce que moi j'en vois, je vois des gens qui peuvent porter l'aspiration collective après qu'on ait défini un projet et bien entendu qu'on ait regardé sur leur éthique personnelle. Parce que le tout, c'est pas d'avoir juste des gens talentueux qui ont eu des diplômes et compagnie. Il faut regarder aussi le niveau éthique personnel. Est-ce que c'est des gens qui ont la capacité de pouvoir être humbles, de pouvoir se fondre, de se mettre au service d'un projet au lieu de mettre le projet à leur service? Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Les 43 ans de gouvernance, c'est 43 ans de gouvernance où le Cameroun est au service d'une petite caste de gens, et ce ne sont pas ces gens qui sont au service du Cameroun. Et nous avons le résultat. On voit ce que ça donne. Oui. Donc, il faut... Au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs candidats qui sont déclarés donc, pour cette présidentielle. Mais comme tu l'as dit, c'est une question de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique vraiment de changer les choses, de changer le quotidien des citoyens. C'est pour ça qu'on en est là dans ce statu quo, dans cette situation où les Camerounais pataugent et ils croupissent dans la misère, ce qui est complètement surréaliste dans un pays aussi riche que le Cameroun. Donc, et comme on a dit et redit dans d'autres communications, il est impossible au Cameroun de passer d'un régime à un autre. Il va falloir refonder toutes ces institutions. Il va falloir tout remettre à plat, oui, pour repartir sur des bases saines, pour même organiser une élection
juste, transparente et objective pour tous les concurrents. Voilà. Donc, Oui, il faut passer par la transition. C'est pour ça que il faut passer par la transition et ça doit être une parenthèse même à la démocratie, même de 10 ans. Ce serait pas trop parce que, vous voyez, tous les cerveaux sont à l'envers. Il faut les remettre à l'endroit. Et vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Qu'est-ce que les gens croient? Que le problème, c'est que le vieux ne soit plus là demain et puis le Cameroun va se mettre debout. Mais c'est une grosse naïveté de penser les choses comme ça. Je vous ai dit qu'il y a déjà des automatismes. Vous avez des gens qui sont là, qui avant d'être un jour en gouvernance, n'avaient pas eu de succès avec les femmes. Donc, ils sont accrochés à ces petits plaisirs jouissifs. C'est parce qu'ils sont ministres ou je ne sais pas moi quoi, DG, qui peuvent se commander des femmes, aller en week-end à Dubaï et compagnie. Donc, ces gens-là, ils ont cette façon d'agir, ils ont ça dans leur mindset depuis 43 ans. Ça ne va pas changer dans le claquement des doigts, sans autorité. Il faut des gens forts. Monsieur, quelqu'un me parlait du président Poutine tout à l'heure. C'est ça qu'il faut. Il faut des gens avec ce charisme, cette capacité de mettre tout le monde au pas. Vous pensez que le Rwanda se serait relevé, aurait construit sa résilience après les événements de 94, la fameuse opération turquoise, 1 million de Rwandais restés sous le carreau, il se serait reconstruit en 30 ans s'il n'y avait pas eu cette autorité, un système dirigiste sans concession? Non. Donc, il faut passer par toute personne qui vient dire aujourd'hui que non, il faut juste l'alternance, c'est complètement absurde. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de mauvais comportements qui ont été installés chez les gens. C'est devenu des réflexes. Et vous ne pouvez pas changer ça en prenant la Bible pour parler aux gens. Non, il faut être dur. Il faut qu'on soit capable de dire comment on règle le problème de la salubrité au Cameroun. Bon, on arrive au pouvoir, on généralise la vidéosurveillance dans tout le pays. Première chose. Et puis, quand on a généralisé cette vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, quand on dit aujourd'hui arrêté municipal ou je ne sais pas moi quoi, personne ne jette une ordi à terre, vous jetez, vous êtes filmé par une caméra qui communique en temps réel qui vous êtes, votre nom, votre adresse, on vient vous prendre devant chez vous, même devant vos enfants, on vous fouette. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, moi, il y a toujours une image que j'emprunte. Je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi pendant l'esclavage, le moyen de communication que les Blancs ont trouvé, c'était de fouetter les nôtres? Je me suis souvent posé cette question, puisque en général, je sais qu'ils abordent toujours les choses sur le plan de la rationalité, non, mais pas les émotions, machin. Pourquoi eux, spécialement avec nous, ils ont utilisé le fouet? Il faut se poser des bonnes questions. Donc, si on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est pour ça que quand j'entends certains frères, parce que vous savez, il y a des gens qui me font des reproches, oui, non, pourquoi tu t'es exposé, il ne faut pas t'exposer, il ne faut pas faire ceci. Je leur dis, mais c'est ça votre problème, vous les Camerounais. Jusqu'où vous êtes prêts à aller pour vos convictions. Vous voulez faire des omelettes sans casser les œufs? Donc, chacun donc, va rester là, oui, moi je veux voir mon enfant grandir. Il grandit dans quoi? Pour être l'otage des sodomites que nous avons rempli là-bas. C'est ça, l'enfant grandir dans cet environnement-là? Mais soyons responsables quand même. Vous savez, moi je dis toujours que il y a 70 ans, nous avons des gens qui nous ont montré la voie. Ils nous ont montré ce que c'était que l'amour. Mais l'histoire du maquis, c'était l'histoire de tous les Camerounais. C'est vrai que en grande proportion, ceux qui ont pris leurs responsabilités, vous aviez les Bamileke, les Bassa, mais le maquis, tous les Camerounais ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Ils venaient de partout, hein. On n'avait pas que cette exclusivité dans ces deux zones. Mais donc, quand vous voyez que ces gens-là nous ont envoyé un message d'amour, ils nous ont envoyé un message, parce que regardez, par exemple, prenons les deux là, Bamileke, Bassa. Vous voyez combien de régions, de départements il y a entre ces deux. Comment ils ont fait pour pouvoir interagir, communiquer et se dire, bon, on peut peut-être développer quelque chose ensemble. Donc, les mecs, ils étaient en avance. Quand je vois qu'on nous ramène aujourd'hui sur les questions de tribal, alors que les gens qui sont passés 70 ans auparavant nous ont montré qu'il n'y a pas d'avenir avec ça.
Et ils ont construit à l'époque en Cameroun, mais regardez la constitution de l'UPC, le parti historique. Abel Yinga, Douala, Félix Moumié, Bamoun, Ernest Wandie, Bamilike, Ruben Oumiobe, Bassa, Osendea Fana, Eton. Regardez, regardez où est-ce que ces gens étaient. Mais c'est un échec aujourd'hui que nous qui avons accès au savoir pointu, nous qui avons profitons de la démocratisation de l'accès au savoir, Internet et compagnie, qu'on soit sur des réflexes rétrogrades, alors que la voie nous a été montrée par nos parents, il y a nos ancêtres, il y a plusieurs décennies à rebours. Donc je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse. Et je pense surtout qu'il faut qu'on parle projet, qu'on parle idée. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pays-là? Ce n'est pas quand on arrive au pouvoir qu'on commence à improviser des choses. Et donc, il faut pour ça qu'il y ait des assises de tous les gens qui partagent l'idée qu'en face, nous avons une force qui règne là par la force et on ne peut la déloger que par la force. Donc, il faut déjà trouver une médiane où on est tous d'accord. Et puis maintenant, penser un projet. Hein, on a des intelligences, penser un projet et penser qui peut, parmi toutes ces personnalités que nous avons dans la diaspora, ailleurs, quelles sont les personnalités qui peuvent le mieux incarner ce projet. On n'est pas utile à son pays en étant simplement président. On peut servir, moi je peux être dans une association, dans une ONG ou je ne sais pas moi quoi, et puis je suis utile. Donc voilà. Tout à fait. Bah, c'est que en fait, chacun devrait mettre son ego au placard. Et parlant du tribalisme, je pense que beaucoup de Camerounais sont en fait des victimes de ce système qui a instauré un tribalisme d'État. Parce que ça, c'est vraiment un système éminemment tribal qui a instillé dans les mentalités, dans les esprits, oui, ce virus-là qu'il va falloir exorciser. Non, c'est entretenu même. En fait, c'est entretenu. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier des leaders, des leaders politiques. Il ne faut pas vraiment leur accorder un bon saying, parce que vous ne connaissez pas les manœuvres qu'il y a. Vous allez entendre des gens tenir un discours aujourd'hui, vous ne savez pas si le discours n'est pas inspiré d'étudier directement. Ce n'est pas de là-bas qu'on leur a appelé pour dire non, 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 n'allez pas à tel truc ou bien donner plutôt tel mot d'ordre. C'est quand même étonnant que, bon, pour ceux qui sont pro-élection, qu'à une année, à quelques mois d'un scrutin électoral, que les principales figures, on va dire ça comme ça, en soi où là? En soi dans les querelles de camp. Oui, les autres insultent. Et puis personne ne parle de la personne principale qui a un problème. La personne principale qui a un problème, c'est le président Biya. Oui, là, et lui, quand je le dis, j'ai toute la légitimité pour le dire, c'est mon papa. Mais je vous le dis, il a échoué. Il est un échec. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un acte de sorcellerie qu'il continue à penser qu'il peut rester au pouvoir. Tout simplement. Donc, bah, je ne pense pas, je ne crois pas que ce soit lui qui pense, hein. C'est surtout ceux qui tirent les ficelles. C'est son propre système qu'il a pris en otage et qui ne veut pas renoncer à ses privilèges. Voilà. Voilà, donc, et là, on a une élection, vous n'entendez pas que c'est son bilan qui est questionné à longueur de journée, non. Les médias, en tout cas ce qu'il y a comme médias au Cameroun, parce qu'on sait aussi là-bas comment ça se passe. Vous n'avez pas un média qui prospère au Cameroun si vous ne prenez pas des ordres quelque part. On sait comment ça marche et tout. Mais même ces médias, le débat est phagocyté par quoi? Par les querelles entre les opposants. Et personne ne parle de donner des coups à ceux qui doivent prendre des coups aujourd'hui. Ceux qui doivent prendre des coups, c'est ces gens-là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une grosse manipulation. Il faut que les Camerounais en aient conscience qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une grosse manipulation et eux, ils sont les dindons de la farce. Donc, il faut se réveiller. Il faut réallumer les cerveaux et puis de voir les choses sans passion. C'est pour ça que dans la vie, pas seulement dans la vie politique, mais dans la vie en général, il faut éviter tout ce qui est adoration des idoles, adorer des gens, parce que vous ne savez pas. Il faut à un moment donné que les gens puissent jouir de leur libre arbitre, de pouvoir regarder les situations et puis juger en toute objectivité, pour voir surtout où est leur intérêt. On est dans un pays aujourd'hui, nous on doit laisser aux générations d'après. J'ai changé tout à l'heure avec un aîné qui me dit, j'ai mon fils 32, l'autre 28 et la petite 21. Allez, tous ils sont à la maison. Ah oui, ça. Bon voilà, donc lui, le monsieur, il est en retraite.
Et qu'est-ce qui se passe? Il continue à subvenir aux besoins de ses enfants, pourtant pour qui il a financé les études de toute leur vie. Il y a un problème. Ouais. Et donc, on est en train de s'amuser pendant que les choses se passent comme ça. Ça veut dire que pendant 7 ans encore, qu'est-ce que ces gens peuvent proposer aujourd'hui qui n'ont pas pu faire en 43 ans? De vous à moi, dites-moi. Ils n'ont même pas la simple empathie pour le peuple. Vous voyez, quand il y a des accidents, quand il y a des catastrophes au Cameroun, vous ne les voyez même pas. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu faire en 43 ans? Les choses sont claires que, bon, ils ne sont pas les gens de la situation. Bon, et comme ils s'accrochent par la force, parce que c'est pour ça que j'ai dit élection au Cameroun sans objet, parce qu'on n'est plus un État de droit, on est un État voyou. Vous voyez qu'il y a un jeune frère qui est dans la glace depuis bientôt 2 ans, abattu comme un animal. Ça fait 2 ans, c'est depuis le 17 janvier, ça fait 2 ans. Voilà, abattu comme un animal, et nous savons qui sont les coupables. Tout le monde sait qui sont les coupables. Et on est là, non seulement on l'a torturé avant qu'il ne meure, maintenant on torture son âme. Hein, parce qu'on le maintient là-bas, on joue avec les gens. Donc un pays où on tue des gens comme ça de manière impunie et ça ne va nulle part, où la justice, ce qu'on appelle justice au Cameroun, peut prononcer des verdicts qui sont sans conséquence et tout. Ce n'est pas un état de droit. Ouais. Il n'y a pas l'état de droit. Alors, ce n'est pas un état de droit. À partir du moment où il n'y a pas l'état de droit, vous organisez comment des compétitions qui doivent être arbitrées par des institutions, alors qu'il n'y a plus d'institutions. On pisse sur ce que la Chambre des comptes dit. Les gens vont, ils s'arrangent avec des copains de cabinet à l'international, ils endettent le pays et l'argent aussitôt repart dans les arrière-cours des grosses maisons et tout. Et puis on dit non, les Camerounais vont rembourser. Voilà. Et puis quand la Chambre des comptes les épingle, et qu'est-ce qui est fait? Ben rien. À la limite, on dit, c'est à peine si vous ne commencez pas à entendre qu'on commence à exécuter ces juges-là. Genre, mais vous sortez du rang, pourquoi? Qui vous a dit de sortir du rang? Donc, vous voyez, on est dans un truc. Moi, je le dis, hein, quand je parle, je m'adresse surtout à nos amis de la communauté internationale, parce que leur responsabilité est indexée. Vous savez que quand il y a eu l'histoire du Covid, on avait une communauté de 300 Camerounais qui étaient dans la zone, qui était l'épicentre du Covid à Wuhan, en Chine. Ah oui. Ces derniers, ils ont lancé un appel. C'est-à-dire que moi, je suis tombé dessus comme ça par hasard pour demander au gouvernement camerounais d'envoyer un avion les rapatrier. Mais ils ont été purement et simplement snobés par le gouvernement camerounais. Non, mais ils ne le font jamais. Pendant que tous les autres pays envoyaient des avions, eux, ils n'ont rien fait. Quand je vois ça, on s'est saisi de la fin, on a dit non, cette affaire, on ne doit pas laisser ça comme ça. Qui finance la sécurité sociale au Cameroun? Mais ce sont ces gens de la diaspora. Maintenant qu'ils sont en détresse, le minimum qu'on puisse leur rendre en termes de retour d'ascenseur, l'assistance pays, rien. Moi, je viens de faire le tour de plusieurs pays là, en Europe de l'Est. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez des jeunes, 19, 20 ans, jeunes Camerounais, ils se retrouvent à aller traverser des rivières à moins 20 degrés parce qu'ils cherchent la route pour entrer au Schengen. Les pieds pourrissent. Des femmes, des jeunes filles meurent avec des bébés dans le ventre parce que dans ce périple-là, elles sont violées et parfois tombent enceintes. Quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, nous sommes en train de faillir. Et s'il y avait un petit doute, s'il y avait un petit relâchement, ça donne la force. Parce qu'on ne peut pas rester tranquille et laisser ces gens-là faire en considérant que oui, on veut les voir, nos enfants. Voilà, c'est ça, ces enfants grandir. Je vous dis, je l'ai vu de mes propres yeux en Biélorussie. Cherchant à traverser la frontière de la Pologne. Je vous dis, ils rentrent dans des... Et en plus, on leur envoie des chiens renifleurs. Ils rentrent dans des rivières par moins 20 degrés. Vous imaginez le froid qu'il fait dans ces zones-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent la vie. Et nous avons échoué à leur proposer un modèle, un rêve. Et donc, pendant qu'on a ça, vous avez des imbéciles qui se permettent de dire qu'ils veulent se maintenir au pouvoir par tous les moyens et tout. Vous vous rendez compte? Et on doit rester tranquille, on doit accepter ça. Non. Moi, personnellement, vous savez, mon grand-père me disait souvent que
il y a des chemins que quand on embrasse, il faut être capable d'assumer tout simplement. Est-ce que tu as peur de la mort? Moi, je n'ai pas peur de mourir. Est-ce que tu as peur de la prison? Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. Donc, à partir du moment où j'ai la conviction que la cause que je défends est une cause juste, vraiment, je ne m'attarde pas sur qu'est-ce qui peut arriver. J'en ai rien à foutre de ça. Ah oui. Honnêtement, je vous le dis en toute honnêteté. Il faut voir ce que j'ai vu là-bas à l'est de l'Europe pour comprendre que ces gens-là qui sont à Yaoundé, vraiment, il faudra beaucoup de maîtrise, beaucoup de self-control. Malheureusement, ce sont nos parents. Donc, on ne va pas les tuer, alourdir la facture karmique, même comme ils ont été capables de le faire. Mais il faut, quand vous voyez ça, je vous jure que le premier gars qui vous tombe dessus, là, vous avez envie de le broyer, prendre sa tête, mettre ça sur des rails de train. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas décider qu'un pays comme le nôtre, ce que nous offrons à notre jeunesse, c'est d'aller là-bas, d'arriver dans un poste frontière, et puis, bim, la condition, vous voulez passer, 5 policiers doivent passer dessus. Ouh là là. Oui, oui, oui. 5 policiers sur une fille, et qui va entrer en Pologne, ce n'est même pas sûr que là-bas, elle va arriver finalement là où elle recherche. Voilà le rêve que nous offrons à notre jeunesse. Avec ça, les gens se permettent de dire qu'ils veulent être encore là, alors qu'ils n'ont rien apporté et qu'ils n'ont rien à apporter. Non. Donc, bref, moi, je suis pour que tous ceux qui pensent que ce pouvoir-là est un pouvoir qui est là par la force, parce qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas un pouvoir démocratique, c'est un pouvoir qui jouit de la force, l'hyperpuissance. Donc, ceux qui pensent que ce pouvoir est là par la force et qu'on ne peut l'idéologer que par une autre force, eh bien, je pense que le moment est arrivé pour qu'ils commencent à se parler. En tout cas, ceux qui sont dans la sincérité. Parce qu'on sait que parfois c'est aussi instrumentalisé. Mais je ne comprends pas comment des gens qui sont autant indignés que moi je peux l'être, aujourd'hui ne peuvent pas être en train de se dire, bon, il faut des solutions définitives, radicales. Surtout qu'on a un ennemi commun identifié, donc il va falloir agir. Hein. Oui, ben écoutez, il faut agir. Mais les autres, ils agissent. Hein. Vous savez, eux, ils mettent bien comment on appelle ça, ils mettent bien des fatwas sur nos têtes. Hein. Ils mettent bien des fatwas et ils agissent. Hein. Ils dorment pas à ce niveau. Hein. Quand la machine de répression, elle fonctionne à fond la caisse, quoi. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'après ça, ils vont s'asseoir, se dire, mais ce mec-là, on l'a toujours pas eu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de demain là pour qu'on ne l'entende plus? Bon, eux, ils travaillent. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de passer à des actions concrètes. Je vous ai dit, tout le monde ne peut pas être président. Commençons par là. Et servir son pays, on n'est pas obligé d'être président pour servir son pays. On peut le servir à tout temps. Nous, on peut apporter ce que nous avons comme expertise, énergie, temps, réseau et même peut-être moyens. Et puis voilà, pensons au projet et puis essayons d'avancer. C'est tout. Ouais. Exactement. Donc, en gros, la question n'est pas de savoir si je vais mourir ou alors aller en prison. La vraie question, c'est de savoir ce que je peux apporter, le sacrifice que je peux faire pour que ça change dans mon pays. Ben oui. Parce que on a besoin de toutes ces forces vives, on a besoin de tous les patriotes, de tous les enfants de la nation camerounaise. On en a vraiment besoin. Il faut fédérer toutes ces énergies pour renverser ce mastodonte qui est là, parce qu'ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Ils ne partiront jamais d'eux-mêmes. Oui, bon, mais vous savez, aujourd'hui, on a un contexte. Il y a plusieurs mois, j'ai commencé à dire qu'il fera beau bientôt. Ce n'est pas des simples paroles en l'air. Aujourd'hui, si vous voulez, le fruit est mûr. La seule problématique que nous avons, c'est qu'on ne peut pas être aussi radical qu'on souhaite l'être vis-à-vis de ces gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser tout de suite un bain de sang parce que le bain de sang, c'est toujours nos familles. Le problème du Cameroun, c'est celui-là. C'est qu'en réalité, on est une seule famille. C'est les naïfs qui croient que, voilà, qu'il y a de la division et tout. C'est les mêmes gens. Allez savoir, un tel, il a épousé la fille de qui? Vous allez vous rendre compte que vous êtes de la même famille. Un tel
l'autre, vous allez vous rendre compte que le Cameroun, c'est une grande famille. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont construit, le vieux a construit sa spirale d'égrégore. Hein? On ne peut pas tout dire, mais on sait à quoi tient la longévité de cette affaire. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est celle-là. Mais il faut quand même, qu'à un moment donné, qu'on puisse arrêter ça, qu'on puisse s'arrêter. Ça dit 2025 ne va pas passer, on va repartir dans les mêmes. Et le problème qui se pose, c'est que le président Biya, il va dire je me représente, mais on sait, il vient de faire 7 ans au pouvoir. Il n'y a pas eu un seul conseil ministériel en 7 ans. On ne l'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? À peine il a pris ce pouvoir, il a vite signé une délégation de signature permanente, qui n'est pas simplement une délégation de signature, qui est une délégation de pouvoir aussi. Le pouvoir, oui, oui, oui. Parce que voilà, ce monsieur a la possibilité de discriminer les dossiers qui arrivent chez le président. Vous vous rendez compte? Non, on prend un suffrage, on donne à un monsieur, et il remet à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'a pas le niveau. Parce que c'est ça la vérité. Quelqu'un qui n'a pas le niveau. La preuve, on a vu comment ils se sont servis, comment ils se servent de ce pouvoir depuis. À faire quoi? À tuer les Camerounais dès que les gens ne sont pas d'accord, hein, dans l'abus, la jouissance des gens sans niveau. Hein. C'est à eux qu'on donne, on remet, on délègue le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent revenir nous faire, le vieux? Nous refaire le coup de 2019, oui, je suis là et tout, pour refiler le pouvoir à des gens qui tuent des Camerounais. Hein? Et de manière dans l'impunité totale, qui nous ont organisé une mafia en plein... Non, ça ne se passera pas. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de schéma. C'est soit on va aller vers un changement radical de ce système, soit le système va vouloir se maintenir et on va aller vers le partitionnement du Cameroun. Moi, je le dis depuis toujours. Moi, vous savez, moi, je n'ai pas de double discours. Ce que je dis en off, c'est ce que je dis en on. On va aller vers le partitionnement du Cameroun. Et donc là, chacun va gérer le bordel dans son... S'il décide de faire le bordel, il va gérer le bordel chez lui. Mais on ne pourra pas continuer à accepter ce qui se passe là. Où des petits copains sont là, ils dictent leurs lois, ils essaient... Non, on ne pourra pas continuer à accepter ça. Voilà. Donc voilà, la messe est dite. Hein. La messe est dite. On a un leader qui est inaudible, invisible, inactif. Oui. Alors qu'on a beaucoup de colère. On a des colères de toutes sortes, une tension sociale qui est quand même assez palpable. Et malheureusement, ces gens, je ne sais pas, ils sont amnésiques ou alors ils sont myopes. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Ils font le truche. Et oui, il va falloir que les Camerounais, la société civile, la diaspora et tous les patriotes qui prennent leurs responsabilités. Il va falloir prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Le Cameroun est devenu la risée en Afrique et dans le monde. Et on ne peut pas aller plus bas. On a touché le fond du fond. Oui. Donc, Morgane, je vais te laisser le mot de la fin. Oui. Ok. Bon, ben, je veux remercier tous nos frères qui ont été là, avec qui on a interagi. Bon, vous savez, personne n'a la science infuse, hein, moi le premier. Je considère souvent que la vérité de midi n'est pas forcément celle de 14 heures, donc la remise en question permanente. Le débat politique, moi je l'aborde comme le débat philosophique. Pour moi, c'est une école de respect et de tolérance. On devrait y débattre sans véritable rivalité, en mettant des points de suspension et pas des points finaux. Donc, aujourd'hui, nous savons ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire battre le rappel des troupes, s'asseoir, penser ensemble. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'aller en vacances ensemble, ce n'est pas le sujet. La star, aujourd'hui, doit être le projet de la restauration du Cameroun. Ce n'est même pas le seul changement, la restauration. Oui, parce que là, on est dans quelque chose, vous ne vous rendez même pas compte. Il faut faire un travail sur le plan spirituel, parce que là, on a des malades. Il faut une thérapie de peuple pour sortir notre pays de la situation où il est. Il faut soigner les gens, là. Les gens ne sont plus normaux. Je viens de vous expliquer des choses que j'ai vécues ici qui sont à peine inimaginables, mais j'avais décidé de ne pas en parler en me disant, bon, c'est pas classe quand on a été en responsabilité, de donner les offres de la responsabilité. Mais il faut bien le faire pour que les Camerounais sachent ce qui se passe. Hein?
Je viens de vous dire comment quelqu'un peut imaginer un instant qu'il va réunir des gens sur des promesses, prendre l'argent de ces gens-là, et puis un matin, alors qu'il a un autre agenda, un matin, leur dit non, non, vous ne pouvez pas aller à l'élection parce que c'est mon père qui est là et tout et tout. Vous vous rendez compte? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas profondément dans ce pays. Et la même personne, hein, quand il est frappé par les propres textes que lui-même a écrits, il fait quoi? Il devient un chantre de la diffamation et des médisances. Hein. Parce que ce monsieur-là a prétendu, j'ai entendu dire aux gens que oui, on l'a exclu pour malversation. Déjà, moi, j'ai démissionné, je n'ai jamais été exclu. Et malversation, il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas de compte. C'est moi qui ai créé les premiers comptes. Et est-ce que je me cache ici quand je dis tout le secours, tout l'apport de nos frères du Cameroun, de la diaspora, qui se sont mobilisés aussitôt. Pourquoi donnait-il cet argent? Parce qu'ils voyaient la traçabilité, on a telle activité, et tout qu'on veut faire, et tout il faut faire. Ils voyaient. Je vous dis que j'en étais arrivé au stade où j'étais harcelé pour accepter de l'argent. Parce que les gens trouvaient que je ne devais pas faire autre chose, que mon esprit ne devait pas être préoccupé par autre chose que penser des stratégies et puis travailler. Donc les gens disent non, non, dès qu'il y a un truc, nous on finance. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, arrêtez-nous vos histoires de tribalisme et tout, parce que mes plus gros contributeurs, c'était des Bamileke de la diaspora. D'accord? Mais je ne suis pas un des leurs. Donc, arrêtez de faire croire que, voilà, parce que si vous n'êtes pas de telle tribu ou bien machin, vous ne pouvez pas. Non, c'est faux, c'est pas ça le Cameroun. Ne pensez pas à la place de tout le monde. Chacun doit être dans les valeurs qui sont les siennes pour pouvoir, pour qu'on puisse créer un grand pays. Donc, bref, pour sortir, en 2 mots, merci beaucoup à nos frères et vraiment passer ce message-là, le message du rassemblement. L'heure est venue pour que tous ceux qui sont pour que cette gouvernance change, se réunissent, se parlent. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.